Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, ravi d'être avec vous et avec Cynthia Fleury. Nous avions souhaité avoir l'intervention de Cynthia parce que, à travers ses différents travaux, à travers ses différents livres, elle interpelle souvent les élus que nous sommes, mais aussi les responsables, que ce soit des responsables économiques ou des responsables associatifs, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui agissent pour la France. Donc Cynthia Fleury pourra répondre bien sûr à la question de la souveraineté, qui est la thématique de notre congrès des régions. Donc ça pourra être la première partie de sa réponse. Mais je souhaitais, pour ma part, l'interpeller plus particulièrement sur les écrits dans son livre « La fin du courage ». Alors c'est un ouvrage qui date de 2010, mais qui a pour nous une actualité particulière, parce que dans cet ouvrage, vous expliquez que la notion de courage et sa capacité donc de renaissance, de résurrection, sous d'autres formes, est tout à fait possible. Et cette question du courage, ici, dans ce 18e congrès des régions, elle irrigue nos réflexions parce qu'elle concerne la population qui, on le sent bien, pour les Françaises et les Français, souvent ont du découragement, mais également les responsables que nous sommes, à nous interroger parfois sur le sens de notre engagement, sur la superposition des normes, sur la multiplication des obstacles. Et vous avez donc très bien synthétisé cela dans le livre, c'est comment convertir cette épreuve du découragement en reconquête de l'avenir. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous sommes très inquiets d'une forme de découragement du peuple, c'est l'abstention dans les différents scrutins démocratiques. Et là, vous avez d'ailleurs écrit que Vichy a nommé en fait le lieu du peuple, c'est-à-dire la résistance. Je trouve que c'était très intéressant que vous ayez pu donner cette image de Vichy en démontrant que le courage, le peuple, en fait, en recherche toujours le lieu. Alors en 2022, on peut s'interroger sur savoir qu'il n'est absolument nécessaire de ne pas capituler face à l'abstention, face à l'absence du peuple. Et donc clairement, le peuple, en 2022, quel est son lieu? Merci, merci pour cette belle question. Belle question métaphysique, le lieu du peuple. Je vais essayer d'y répondre rapidement en deuxième temps. Oui, un mot sur la souveraineté, parce qu'elle est quand même directement liée à votre deuxième question. Depuis Montesquieu, donc ça fait un petit moment, on a toujours posé ce qu'on pourrait appeler une nature asymétrique de la souveraineté. En gros, dirigée et contrôlée. Et d'une certaine manière, le peuple ne dirige pas, et c'est selon la grande tradition de représentation politique. Montesquieu dit voilà, hein, donc on a une souveraineté indirecte, qui est celle de la représentation, mais elle dirige, et en tout cas c'est la souveraineté indirecte du peuple, et puis il y a une souveraineté populaire qui, elle, sanctionne, contrôle, empêche, etc. etc. Et Rosan Vallon, que vous connaissez, avait bien synthétisé en disant, en fait, on pourrait parler de souveraineté négative du peuple. C'est-à-dire que le peuple exprime sa souveraineté par le fait de dire non. Bon. Moi, je crois qu'on en a soupé de cela. Et qu'en fait, il faut passer à une phase plus positive de la souveraineté. Et que c'est très intéressant parce que c'est un débat qui, je tire un peu la chose, mais quand même pas tant. Parce que ça veut dire une chose, si vous voulez, par rapport à la question du consentement, qui est une autre des grandes questions qui traversent la société aujourd'hui. Et où on explique très très bien que ne pas consentir, ça ne doit pas être silencieux, ça ne doit pas être cédé, ça doit être là aussi explicite. Consentir doit être explicite. Et là, on voit bien que quand le peuple consent, en fait, il se tait. Et quand le peuple ne consent pas, il fait du bruit, il parle, il empêche, etc. Bon. Donc cette phase de positivité
hein, le fait d'aller vers quelque chose de plus matériel, de plus continu. On a parlé de souveraineté continue, on a parlé de démocratie continue. Je pense que voilà, ça c'est l'expérience importante qu'on a fait ces dernières années, de sortir de cette asymétrie, de cette souveraineté négative du peuple. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec la crise pandémique, on a un tout petit peu redécouvert l'eau, mais c'est important. On a redécouvert que l'item implicite derrière la question de la souveraineté, et là aussi ça a été dit, c'est la maîtrise de sa territorialité, au sens de un accès sécurisé, stable, solidifié, robuste, vous l'appelez comme vous voulez, à quantité de ressources. Et donc là aussi, ça fait que tout d'un coup, cette question d'une reconnexion avec la démocratie, ben oui, elle passe par les territoires. Cette question de, tiens, en contexte anthropocénique, vous vous souvenez de la formule de Latour, il faut atterrir. Ben, atterrir, c'est les territoires. On se rend compte que, bien évidemment, tout service de qualité est un service de proximité, ressenti ou non. L'inverse n'est pas toujours vrai. Hein, tout service de proximité n'est pas nécessairement qualitatif, mais tout service de qualité est un service ressenti ou de proximité. Donc tout ça fait que les régions deviennent vraiment nos nouveaux grands corps intermédiaires, qui par ailleurs sont en berne sur d'autres problématiques. Donc ça, c'est vraiment le point que je voulais souligner en étant avec vous aujourd'hui sur cette question de la territorialité, de la décentralisation et encore une fois, qui, pour reprendre une jolie formule de Latour, il parle de révolution du détail, et la révolution du détail, elle passe encore une fois par les écosystèmes, voilà, la prise en considération des milieux. Alors sur le courage, effectivement, là aussi, ça marche un peu dans le même sens, c'est-à-dire que quand vous avez, c'est très vrai des individus, mais c'est aussi vrai des organisations, et c'est particulièrement vrai dans un moment de grande défiance, c'est que les discours, c'est important, c'est même essentiel, mais les discours ne vont pas suffire. Je le dis parce que nous allons rentrer dans un grand moment dit de renouveau démocratique. Hein. On nous appelle à nous réunir au travers de CNR, etc. Et ça ne suffira pas du tout, puisque la parole démocratique, hélas, aujourd'hui, est un peu désubstantialisée. Et la chose qui permet de à la fois récupérer du courage, à la fois de récupérer de la confiance et à la fois de récupérer de la santé psychique et physique, c'est le faire. C'est l'expérimentation. Et là encore, les territoires, c'est un territoire d'expérimentation, c'est des territoires pilotes, et il faut absolument se bagarrer pour faire, voilà, pour concrétiser, pour donner à faire, et pas simplement à dire, hein, et pas simplement à consentir, mais tout simplement à agir. Et ce pouvoir-là, donc moi j'avais appelé ça une citoyenneté capacitaire, mais ce premier courage, il est déjà d'aller tout de manière si banale, mais si essentielle, dans la nécessité de refonder un droit d'expérimentation digne de ce nom. Merci, merci Cynthia. Et sur le lieu du peuple. Voilà, sur la question, en effet, donc du faire, comment, à travers donc cette citoyenneté capacitaire, donc le peuple peut retrouver un lieu qu'il investit pleinement. Alors, la fameuse question, oui, le lieu du peuple. Alors, le lieu du peuple, c'est une question, là aussi, si on veut être désagréable, on prend une autre formule très très belle de Rosan Vallon. Aujourd'hui, il aurait été là malgré lui. Mais il dit, voilà, le peuple est introuvable. Bon, moi j'ai une autre formule. Vous connaissez la célèbre formule de Kantorowicz sur le double corps du roi. Hein, bon, voilà, il y a un corps physique qui disparaît, puis il y a un corps symbolique qui se maintient. Je pense sincèrement qu'on peut dire exactement la même chose du peuple. Hein, il y a un double corps du peuple, il y a un corps du peuple qui est ici, qui est là, qui passe, qui meurt, qui est absolument indissociable aujourd'hui d'une société hyper fragmentée des individus. Hein, et qui se ressentent plus ou moins faisant partie du peuple et qui pourtant sont garantes bien évidemment du peuple, parce qu'aujourd'hui la prise en considération de ces hyper-singularités
bah, ça nous dit quelque chose du peuple aussi. Et puis bien évidemment, il y a la grande tradition symbolique avec ce que Jefferson appelait l'instinct moral du peuple. Bon, voilà, mais ça, il est sincèrement, on peut se référer à la formule de Rosan-Vallon sur le introuvable. Donc, pour le coup, je vais me baser plutôt sur, pas simplement même si on restaure, encore une fois, le corps symbolique par le fait d'exercer son corps de tous les jours. Il y a 1000 façons de l'exercer aujourd'hui. On a parlé des tiers-lieux, parce que c'est aujourd'hui un peu la tarte à la crème mais c'est extrêmement intéressant, les tiers-lieux, pour une raison très simple, c'est que ça casse l'hyperfonctionnalité qui a construit nos aménagements depuis 30 ans. Et que donc, résultat, dans les tiers-lieux, bah, vous avez généralement tout un écosystème et toute une gouvernance des communs qui se réinvente, qui nécessairement se pose avec les parties prenantes, qui fait ce qu'on appelle de la dénormalisation, donc en gros un peu des systèmes dérogatoires, et on vient prouver, faire preuve de la validité de quelque chose par l'usage et pas nécessairement par la norme, etc. etc. Donc les tiers-lieux, c'est essentiel, mais bien évidemment, c'est aussi ce sont les entrepreneurs, c'est la société civile, ce sont les grands partenariats avec les sciences humaines et sociales, toujours de se mettre ensemble. Donc vous voyez, on a une définition très très extensive aujourd'hui du peuple, et on a une définition très très extensive de la politique, et je crois sincèrement que les jeunes gens l'ont plus que compris, puisqu'ils n'ont pas du tout l'impression, par le fait de désavouer, vous le savez très bien, la politique dite politicienne, etc., et même le vote, ils n'ont pas l'impression de désavouer le politique comme pouvoir de faire, comme makers, hein, et donc il faut malgré tout les accompagner, encore une fois, dans ce territoire d'initiative. Et puis en plus avec des échelles qui aujourd'hui non seulement sont des échelles territoriales, mais surtout sont des obligations, parce que le politique doit manier des différentes échelles, c'est-à-dire nécessairement faire des partenariats avec l'international, faire des partenariats avec l'Europe, faire des partenariats avec les communautés digitales, etc. Donc c'est plus compliqué, c'est une période difficile parce qu'elle est plutôt dans un grand moment d'incertitude. Moi, je travaille vous savez, je suis titulaire d'une chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et qui considère que la clinique du politique commence à partir de la prise en considération du plus vulnérable. Donc on fait une clinique du vulnérable, on part du plus vulnérable, on s'intéresse à la générativité du vulnérable, c'est-à-dire son pouvoir d'innovation, et ensuite on construit du déploiement à partir de ça. C'est une hypothèse, hein, on ne dit pas qu'il faut le faire là, mais c'est notre hypothèse, et donc malgré tout, c'est comme ça, en modélisant aujourd'hui, à partir de ces vulnérabilités, et non pas du déni de vulnérabilité, qu'on va réinventer le politique. Et pour dire un mot sur le courage qui nous réunit, c'est vrai que dans des périodes d'incertitude, dans des périodes de vécu d'effondrement, quel qu'il soit, on l'a dit tout à l'heure, la récurrence des modes dégradés, parce que c'est quand même ça, dans des systèmes de rationnement qui s'annoncent, de raréfaction, de priorisation, chose qui est très très désagréable pour les individus modernes que nous sommes, parce que nous ne sommes pas totalement habitués à la priorisation. C'est très désagréable, hein, ça s'appelle l'éthique utilitariste, et nous on aime l'éthique jurisprudentielle, donc ça fait mal. Donc dans ces moments-là de mode dégradé, d'incertitude, etc., il y a une chose qui est stable et qui permet d'être une force opérationnelle, c'est le courage. Merci. Alors c'est vrai que la question du courage en politique résonne tout particulièrement pour les 22 présidents de région, parce que quelles que soient nos sensibilités politiques, elles ne sont pas uniformes, nous avons tous en commun une pratique politique où nous voulons être sur la question du faire, où nous refusons les postures politiciennes, y compris de nos partis, parce que, en fait, de par nos fonctions de président de région, les 22, j'insiste bien, nous avons en même temps connaissance des grandes mutations, on peut même dire des dégradations, dans un contexte géopolitique qui est
extrêmement mouvant et qui peut voilà, créer un ordre fortement dégradé, en particulier sur la question de l'état de droit. Donc nous avons conscience de cela, mais en même temps, comme nous sommes sur le terrain, sur la question du faire, nous avons une relation de proximité très forte. Et quand on conjugue, quand on concilie le concept cher à Edgar Morin, à la fois cette vision des grandes mutations, des grands enjeux qui peuvent être très déséquilibrants pour notre planète et pour la vie humaine, et en même temps ce désarroi profond, parfois ce sentiment de désespoir qu'il y a chez nos concitoyens, voilà, nous partageons, les 22 présidents de région, la nécessité d'avoir un courage en politique. Et c'est vrai que ce qu'a écrit Hugo sur la question du courage en politique, c'est vraiment fort, parce que Victor Hugo écrivait déjà, vous le savez, parce que vous êtes une des grandes spécialistes de Victor Hugo, écrivait déjà donc au XIXe siècle que le courage pouvait créer l'espérance, et l'espérance pour son efficacité, pour son caractère éthique, et non pas pour son caractère utopique. Donc, comment on peut vraiment amplifier la notion de l'espérance par le biais du courage en politique? Voilà, quelle est votre vision sur ce sujet, Cynthia? Alors, je vais rebondir avec un autre auteur que j'affectionne tout particulièrement et qui est dans ma tête pour avoir passé l'été avec lui. Et cet auteur, c'est Jean Kelevitch. Et ce que j'aimais bien chez Jean Kelevitch, c'est qu'il retournait une formule que l'on connaît bien, qui est celle de l'impossible. Vous savez, voilà, à cœur vaillant, de toute façon, l'impossible n'existe pas, etc. Et il faut invoquer l'impossible pour... Et en fait, il retournait ça, et c'est le grand théoricien de la valeur dite cardinale chez Jean Kelevitch du courage. Pourquoi? Parce que valeur la plus opérationnelle, dit-il, hein, la plus basse. Pour aimer, il faut être courageux. Pour être juste, il faut être courageux. Donc c'est vraiment je dirais la voiture balai de toutes les, voilà, la fondation de toutes les vertus. Hein. C'est le premier step pour aller. Et il disait, écoutez, laissez tomber cette question de l'impossible. Déjà faites ce qui est possible. Et malgré tout, le fait ce qui est possible est très intéressant parce que ça nous empêche un peu, à un moment donné, d'instrumentaliser l'impossible pour dire finalement c'était impossible, donc on ne pouvait pas y arriver. Et donc autant voir, on a des champs mais entiers aujourd'hui, et là aussi les sciences humaines et sociales ont fait une revue de l'état de l'art sur la démocratie continue avec Dominique Rousseau, avec je pense aussi à mon collègue Loïc Blondiot qui travaille beaucoup sur ces questions, à Dominique Bourg, enfin bref, vous avez quantité de grands, excellents théoriciens de la démocratie dite participative, mais qui est bien plus vaste que ça, parce qu'en fait c'est une combinaison totalement renouvelée de la représentation et de la participation. Et donc là déjà, dans toute cette activation de ce qui est très concrètement possible, à quelque niveau que ce soit, déjà ça, c'est un point essentiel. Et je crois qu'on l'a vu un petit peu dans l'essai de cartographie au début, quand on a vu je dirais le taux de réactivité, d'agilité, pas toujours lisible, donc peut-être faut-il faire un exercice de lisibilité de cette réactivité, parce que de fait, bien évidemment, à partir du moment où vous faites du sur-mesure, à partir du moment où vous prenez en considération la singularité d'un écosystème, vous démultipliez les protocoles. Et donc, c'est à la fois plus opérationnel, mais c'est dans un premier temps pas nécessairement plus lisible, etc. Et ensuite, vous allez avoir des convergences à penser. Donc, c'est d'autres manières de faire, mais pour ma part, c'est vrai que je vois tous les jours, encore une fois, dans cette clinique de la singularité, dans cette clinique de la vulnérabilité, malgré tout, pour dire un autre mot bien connu aujourd'hui, mais qui quand même a son importance, encore une fois, dans les temps qui sont les nôtres, on voit des modèles de résilience, des protocoles de résilience qui sont très, très innovants. Très bien, merci vraiment Cynthia pour ce partage. Alors, je vais vous laisser peut-être le mot de la fin, parce que
pour la souveraineté, pour l'avenir de notre pays, pour en effet que nous soyons dans une mobilisation créative et que voilà, nous soyons source d'espérance. Quel est voilà, le message, la philosophie qu'il faudrait que nous gardions en tête? Ça, c'est... je vais mettre un petit pied dans le plat, mais si vous voulez, malgré tout, c'est vrai que le courage, c'est essentiel, et le courage, c'est souvent d'installer des nouveaux types de rapports de force. Donc c'est des vieilles, comment dire, lunes que nous connaissons bien, mais la démocratie fonctionne comme ça, hein. Elle fonctionne par, non pas nécessairement conflit, mais par équilibre des grands rapports de force. Et c'est vrai qu'on a besoin de régions fortes demain pour avancer et faire que cette démocratie continue, soit réellement capacitaire pour les citoyens. Merci. Merci.